Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au 19-20. Dans l'actualité régionale, ce soir, l'imminence de l'effondrement de la montagne au barrage du Chambon. C'est une question de jours et même d'heures. La préfecture est sur le qui-vive. Nous serons en direct du barrage du Chambon avec Bernard Michel, maire de Mizoins. Le dossier du Center Park de Roibon devant la justice. Pour la troisième fois en 6 mois, le projet de parc de loisirs isérois et son lot de recours successifs s'est retrouvé devant le tribunal administratif de Grenoble ce matin. La décision finale sera prise le 16 juillet. Et puis opération vacances en Haute-Savoie, restaurants, commerces ou activités de plein air vont subir des contrôles de la part des services de l'État durant toute la saison estivale. Un gage de qualité et de sécurité pour les touristes. 2 grands titres dans l'édition nationale présentée à 19h30 par Carole Gessler. La canicule continue à s'étendre. 51 départements sont maintenant placés en alerte orange. La vague de chaleur s'est déplacée vers l'est. À la veille des premiers grands départs en vacances, la SNCF se mobilise pour éviter de nouvelles pannes électriques sur son réseau. Et puis Pôle emploi inefficace pour trouver un travail aux chômeurs. Constat sévère de la Cour des comptes qui dénonce un manque d'accompagnement et une perte de contact avec les entreprises. Il semblerait que le point de rupture soit atteint au tunnel du Chambon en Isère. Les géologues prédisaient un éboulement à court terme. Il s'agirait maintenant d'une question de jours, voire d'heures. Et devant l'imminence de l'effondrement, la préfecture de l'Isère s'est mobilisée à 100% aujourd'hui. Fabrice Ligard. Les experts qui convergent en la matière pronostiquent une rupture possible entre demain matin de très bonne heure et dimanche soir. De l'aveu du préfet de l'Isère, le compte à rebours est donc désormais enclenché. D'ici dimanche soir, la montagne qui surplombe le lac du Chambon se sera purgée d'une partie d'elle-même, 100 à 800 000 mètres cubes d'après les experts. D'un seul coup d'un seul ou en plusieurs fois étalés dans le temps, c'est la question à laquelle on ne peut répondre pour l'heure. C'est la nature qui décidera, confesse fataliste Jean-Paul Bonnetin, même si sa préférence va clairement à l'éboulement unique et massif. Nous savons qu'une rupture de 800 000 à 900 000 à 1 million de mètres cubes ne produirait pas de dommages irréversibles sur le barrage d'abord, pas de risque de surverse, pas de risque sur la stabilité de l'ouvrage, et même sur le versant opposé, à partir du moment où nous interdisons toute circulation sur le versant opposé, rien ne créerait un danger particulier. Pas de danger, même si c'est vraisemblablement dans une grande secousse, un énorme nuage de poussière et surtout une gigantesque vague que l'éboulement se produira. 40 mètres de hauteur environ qui devrait monter sur le versant opposé de l'éboulement. Autant de conséquences parfaitement gérables au dire des spécialistes, pour peu que l'armée des éventuels curieux, toujours désireux de s'approcher au plus près, reste au large. La curiosité dans ce cas est l'inverse de la sécurité, vous le savez bien. Il y aura aussi bien évidemment les dispositifs classiques d'alerte, les sirènes pourront alerter la population et tous les moyens de communication, les moyens numériques, les téléphones portables et le maire aussi relaiera l'information. Au moment où sera donnée l'alerte, il restera 3 heures pour que toute circulation sur les sentiers, les routes, dans les airs et sur le lac s'arrête pour que la vie suspende son vol autour du Chambon, le temps d'une grande purge. Voilà une situation critique qui concerne directement la commune de Mizoins. Bernard Michel, le maire de cette commune, est en direct avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors monsieur le maire, à situation critique, dispositif critique également, qu'avez-vous mis en place pour protéger vos citoyens ? Premièrement, il s'agit d'informer nos citoyens des risques de ce dysfonctionnement. Il y a des risques, bien entendu, de bruit, mais ça, on le supportera. Il y a des risques de vibration, mais il y a aussi des risques de nuages de poussière importants. Donc il a été demandé à toute notre population de rester calfeutrée, si possible de trouver un hébergement au-delà du village, chez des amis, chez des parents. Et puis surtout d'être serein, tranquille. C'est quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose qui doit apparaître, qui doit venir. On sait exactement ce qui va se passer. Le village en lui-même ou le hameau en lui-même n'est pas remis en cause. Donc nous attendons ces... On est à la limite de l'évacuation, presque. Ça concerne combien de personnes sur votre commune ?
Combien de familles? Alors, sur la commune, en fait, ça concerne principalement un hameau où il y a une douzaine de familles qui représentent une trentaine de personnes, dont des enfants en très bas âge. Comment vous les avez informés, vos citoyens, une fois de plus? Comment ont-ils pris la chose? Est-ce que vous avez senti de la crainte, de l'angoisse de certains? L'information a été faite directement à tous les habitants. J'ai réuni tous les habitants sur la place du village et j'ai donné cette information. Nous allons encore en parler. Et puis les gens, aujourd'hui, tous nos habitants attendent vraiment cet événement avec impatience et qu'on passe à la suite. La suite, alors pratiquement, on a bien compris qu'une sirène retentirait. À partir de là, il y a un laps de temps assez court. C'est vous qui êtes informé en premier, comment ça se passe? Alors normalement la sirène, c'est pas sûr qu'on puisse l'entendre puisqu'elle est au niveau du barrage, donc on risque de ne pas entendre la sirène. Par contre, l'alerte va être relayée sur mon portable. Il m'appartient ensuite d'avertir la population, que ce soit nuit et jour, de la rapidité en fait des dégâts. Monsieur le maire, donc on sait qu'on a à peu près 3 heures pour réagir, voilà. Alors c'est un peu l'heure de vérité. Comment êtes-vous, dans quel état d'esprit êtes-vous, vous, maire de cette commune? Ah ben, dans quel état d'esprit serein, parce que en fait toutes les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait aucun dégât, aucun accident sur notre village, sur notre hameau, et incident vis-à-vis de la population. Aujourd'hui, la population est en attente de l'arrivée de ces dégâts pour qu'on puisse passer justement à des travaux sérieux au niveau du tunnel. On a bien compris votre message. La circulation soit pas de panique, donc. Pas de panique. Pas de panique. Merci à vous, monsieur le maire. Je vous en prie. Et à propos de la situation économique catastrophique des habitants isolés depuis la fermeture de la route, François Brotte, député de l'Isère, et Joël Giraud, député des Hautes-Alpes, ont manié le second degré avec ironie ce matin pour décrire la situation des naufragés du Chambon. C'était à l'Assemblée nationale. Écoutez. Je dis ça sans sourire, c'est vrai que le territoire de Joël Giraud est complètement enclavé aujourd'hui et les jeunes collégiens sont obligés de prendre leur sac à dos pour aller passer leurs examens, c'est ça, hein? Oui, c'est exactement ça. Ou de faire 4 heures de car en passant par l'Italie. Je le dis pour les élus qui sont pas de la montagne. La montagne, quand il y a un problème de route qui s'écroule, c'est très compliqué. Oui. Mais Joël Giraud est toujours avec nous, hein, ça n'empêche pas d'être présent malgré tout. Il passe par la Suisse, par l'Italie. Physiquement, je suis là, intellectuellement, je ne sais pas. Donc nous verrons la suite, surtout que la chaleur est importante. Et merci pour votre attention, pour celles et ceux qui sont obligés de faire un petit peu comme dans les Andes, c'est-à-dire de passer des montagnes avec des sacs à dos pour pouvoir travailler, ce qui est un peu étonnant sur notre territoire, mais enfin c'est comme ça. La modernité impose quelquefois que l'on ne se préoccupe pas beaucoup des territoires un petit peu aux marges du royaume. Mais l'adhésion à la région Piémont est prévue pour bientôt, et la sécurité civile par les militaires en Italie est mieux assurée qu'en France, donc nous espérons. Voilà pour ce ping-pong étonnant entre deux députés ce matin à l'Assemblée. On ouvre maintenant le dossier du Center Parc de Roibon qui est à nouveau devant la justice. Les derniers recours posés par les opposants ont fait l'objet d'un examen minutieux aujourd'hui. La décision finale a été mise en délibéré pour la mi-juillet. Sur place, ce matin, les pour et les contre ont manifesté devant un cordon de CRS. Nathalie Rapuc, Jean-Pierre Rivet. Dès 8 h du matin, une soixantaine de CRS étaient déployés autour du tribunal administratif de Grenoble. Et pourtant, les quelques 80 manifestants, les pour et les contre, sont restés très pacifistes durant les 4 heures d'audience. Chacun avançant leurs arguments concernant le projet du Center Parc de Roibon. Là, on est en pleine canicule. On ramasse déjà les effets, qu'on puisse encore faire des projets de ce type avec une bulle chauffée à 29 degrés en permanence. Côté économique, certains ont fait des calculs précis. Entre le financement des collectivités, l'abattement fiscal et la TVA reversée aux investisseurs, le projet coûterait 112 millions d'euros d'argent public pour la création de 468 emplois. Il y a 3-4 semaines, M. Valls a pris une décision pour affecter une prime pour la création des premiers emplois, et telle que cette prime est de 4 000 euros. Et en fait, si on part du principe de la prime Valls, on divise les 112 millions par 4 000,
on peut créer 28 000 emplois. Donc il y a un moment, il faut se poser des questions. Pour certains habitants de Roibon qui soutiennent le projet, la situation actuelle n'est pas durable. Il y a 2 types de pancartes à Roibon aujourd'hui. Il y a les We of Center Park et des maisons à vendre. Et il y a malheureusement autant de maisons à vendre qu'il y a de maisons dans le village bientôt. Donc on est en train de mourir tout simplement. Tout le monde est d'accord pour relancer l'économie dans le secteur des Champs-Barans, mais des alternatives au projet du village de vacances sont avancées. On peut redévelopper une autre forme de tourisme qui mobilise toutes les communes autour et pas seulement du tourisme rural, du tourisme équestre, du tourisme doux avec des voies vertes, des vélos, des choses qu'on sait faire dans les territoires ruraux. Lors de l'audience, 2 arguments du rapporteur public vont à l'encontre du projet. Il conteste l'arrêté préfectoral concernant la loi sur l'eau et dénonce la non-consultation de la Commission nationale du débat public. Une consultation indispensable à la réalisation du projet. Le jugement sera rendu le 16 juillet prochain. La canicule, tout comme l'Isère et la Haute-Savoie. La Savoie fait partie des 51 départements classés en vigilance canicule au niveau orange. Un degré d'alerte qui engendre de nouvelles mesures de prévention et de protection pour les personnes sensibles. Au centre hospitalier Métropole Savoie et dans les structures d'accueil de petite enfance, on s'organise. Claudine Longhi, Bernard-Frédéric Pasquette. Dans la salle à manger climatisée, les résidents de l'accueil long séjour, les terrasses de l'horloge font l'objet d'attention particulière au quotidien. Mais depuis 2 jours, la canicule a quelque peu changé l'organisation du service. On va faire un turnover plus important au niveau des boissons, de l'hydratation des résidents. On va commander davantage de sirop, de boissons plates, de boissons pétillantes. Au niveau des chambres, très tôt le matin, on ferme les volets, on ferme les fenêtres et on met en route les ventilateurs si besoin. Au centre multi-accueil L'Île au Trésor, la couche et la tenue de rigueur. Jeux d'eau le matin, brumisateur et invitation à boire de façon plus systématique rythment la journée des enfants. Pour celles qui veillent sur les petits, la canicule est une période difficile. Les seuls moyens qu'on a effectivement, c'est la prévention en ayant un maximum de matériel à notre disposition comme les brumisateurs. Les jeux d'eau, ça s'anticipe également dans notre organisation. Et puis on fait participer également les familles en leur demandant de ne pas trop habiller les enfants. En 24 heures, le centre 15 a déjà reçu une quarantaine d'appels liés aux fortes chaleurs. Au centre hospitalier Métropole Savoie, on aborde la situation avec méthode. Cette situation nous rend vigilants vis-à-vis de ces appels, de l'orientation de ces patients, et bien entendu qu'on n'hospitalise pas tout le monde. Et c'est sûr qu'on a aussi donné comme consigne aux médecins régulateurs d'orienter les patients s'il faut les hospitaliser dans les structures, dans les diverses structures de la Savoie. Bien sûr, on ne va pas orienter tout sur Chambéry. Chambéry étant une unité de réanimation, la seule unité de réanimation et d'USC, bien sûr, c'est à Chambéry que viendront les patients les plus graves. Pour l'instant, pas de tension. 40 chambres sont disponibles à Chambéry. Mais tout est prêt pour déclencher le plan blanc qui permettrait d'augmenter la capacité d'accueil en cas d'afflux important de victimes de la canicule. Invité de ce journal des Alpes, Mondane Jacta, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes adjointe à la santé à la mairie de Grenoble. On vient de voir donc les dispositions prises dans les hôpitaux et dans les crèches pour faire face à la canicule. Quelles sont les autres populations à surveiller par ces très fortes chaleurs ? Alors il me semble déjà que ce qui est important de rappeler, c'est qu'en plus de l'épisode de forte chaleur qu'on est en train de traverser, il y a par ailleurs un épisode de fort niveau de pollution à l'ozone actuellement. Et ce qui est inquiétant, c'est la concomitance de ces 2 événements qu'on est en train de traverser actuellement et sur lesquels donc, nous sommes à la ville de Grenoble extrêmement sensibilisés. Il faut avoir en tête que pendant l'épisode de canicule de 2003, les conséquences sanitaires sur les publics les plus fragiles étaient à 50% dues à la température et à 50% dues à la pollution atmosphérique. Donc aujourd'hui, nous, la ville de Grenoble, on est mobilisés donc, depuis le début de la semaine sur ces 2 événements-là, auprès des publics les plus fragiles. Donc, qui sont dans les crèches, qui sont les personnes âgées qui sont chez elles et dans les établissements du centre communal d'action sociale de la ville. Et comment vous intervenez? C'est du porte-à-porte que vous faites? Vous avez des listes déjà? Comment ça fonctionne? Alors il y a plusieurs types d'interventions. D'abord, il y a
dans les actions quotidiennes qu'on mène, une sensibilisation des agents pour de faire passer les messages, les bons réflexes auprès des populations qui sont concernées. Par ailleurs, il y a des dispositifs spécifiques qu'on met en place pendant ces épisodes-ci. Donc il y a un appel automatique auprès des populations fragiles qui ont été, que l'on connaît et donc qui sont appelées automatiquement pour passer des messages. Et il y a par ailleurs un numéro d'appel qui a été mis en place, SOS intervention à domicile, pour des interventions à domicile. Et par ailleurs, on est aussi présent dans la rue, on est présent, et je pense que c'est important de le dire, auprès de toute la population, c'est-à-dire que cette problématique, elle concerne tout le monde, elle vous concerne vous, elle me concerne moi, elle concerne les personnes qui font du sport, elle concerne les personnes qui ont des enfants, elle concerne les personnes qui se déplacent. Par exemple aussi auprès de cette population spécifique, les SDF. Aujourd'hui, pour la population qui est dans la rue, on a donc des maraudes qui sont mises en place et un plan qui est... sur lequel on est assez habitué, parce que les épisodes de forte chaleur à Grenoble, c'est un sujet qu'on connaît relativement bien. Donc on intervient en coordination avec d'autres associations qui interviennent sur les maraudes pour prendre en charge cette population-là. Je voudrais qu'on termine sur des conseils pratiques qu'on peut tout simplement faire chez soi et qui évitent de supporter cette canicule insupportable, justement. Des petits conseils pratiques. Alors, les conseils pratiques, encore une fois, c'est pas que sur la forte chaleur, c'est aussi sur la pollution. Donc les conseils pratiques, c'est évidemment éviter les efforts physiques et les efforts sportifs trop importants en pleine journée. C'est éviter de prendre sa voiture et utiliser plutôt les transports en commun. Après, ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que agir pour de vrai, c'est agir toute l'année sur ces questions-là. Donc en 2014, il y a eu 54 jours d'épisodes de pollution. Donc il s'agit d'agir vraiment toute l'année. Et sur ces questions-là, à Grenoble, on est mobilisé avec nos partenaires. Voilà. Être citoyen également. Merci d'avoir répondu à nos questions. Par ailleurs, dans un communiqué, la préfecture de la Haute-Savoie a émis quelques conseils de prudence pour toutes les activités physiques, on en parlait, en plaine et en haute montagne. L'altitude où les conditions rendent le terrain plus dangereux, chute de pierres, ponts de neige fragilisés, couloirs de neige et de glace instables. Il est fortement recommandé de renoncer ou de différer les courses de neige et de glace. Un numéro de téléphone gratuit, spécial, est à votre disposition, 0800 06 66 66. La préfecture de Haute-Savoie qui vient justement de lancer l'opération Vacances, restauration, commerce ou activités de plein air pendant tout l'été. Des contrôles vont avoir lieu auprès des professionnels du secteur. Cédric Picot, Christian Mathieu. On va commencer par regarder si vos prix sont bien affichés. Donc j'ai vu que... C'est un contrôle en règle. La répression des fraudes s'intéresse aujourd'hui à une entreprise de canyoning. Une véritable revue de détail, affichage des prix, méthode de facturation, fiabilité des équipements. Tout est scruté avec attention. Ce sont des équipements de protection de catégorie 3, donc qui protègent contre les chutes de hauteur, donc c'est contre les risques mortels. Donc oui, on est tatillon, parce qu'il le faut, hein, ça dépend de la sécurité des consommateurs. Donc on ne peut pas se permettre de laisser un mousqueton qui ne reviendrait pas bien en place, une corde qui s'effiloche où on verrait l'âme de la corde. Aujourd'hui, la visite est ouverte à la presse, mais d'habitude, ces contrôles sont inopinés. Avec l'opération Vacances, les services de l'État mènent 1500 actions de ce type dans le département de Haute-Savoie chaque été chez les professionnels du tourisme. Même ceux qui travaillent en pleine nature s'y soumettent. Dans ce canyon, cette guide a droit à son premier contrôle. Elle doit justifier d'un diplôme d'État. Le but essentiel, c'est de protéger évidemment l'usager, hein, le pratiquant. C'est l'objectif numéro 1. Ensuite, évidemment, sur les actions de contrôle, on participe aussi à la défense des vrais professionnels. On passe des formations qualifiantes avec des diplômes derrière. Je trouve logique qu'on puisse être contrôlé en fin d'activité. Oui, c'est normal. Hein, voilà. Garder une filière saine tout en assurant la sécurité des vacanciers, un enjeu stratégique pour le territoire. La Haute-Savoie est l'un des 10 départements les plus touristiques de France, une activité qui génère environ 30 000 emplois. Deuxième volet de notre série sur la montée en estive des bergers. Hier, nous avons suivi le cheminement du troupeau de Gérard Gory sur les hauts plateaux du Vercors. Aujourd'hui, Jean-Christophe Pain et Dominique Semet nous emmènent à la découverte de son camp de base pour tout l'été. Eh ben voilà, on est au pays. Le château. Le château. On va dire si ça a poussé.
Il y a de l'herbe, hein. Et surtout des orties. La clé du paradis. 4 mois de tranquillité. Salut tout le monde. Ça va, il n'y a rien qu'à bouger? Non, c'est impeccable. Impeccable, impeccable. C'est quand même drôlement bien installé, Gérard. Ça va bien là, hein? Ouais. Tu vois qu'on est heureux. Il faut pas grand chose, hein? T'as l'eau de la source là-bas? Non, c'est une citerne derrière. C'est l'eau du toit, hein? Elle est bonne. Les panneaux solaires pour un peu de lumière quand même? Voilà. Surtout pour le frigo. Le petit frigo. Ah, ça. Tu vois, ça c'est... Et là, t'as ton lit derrière. Et là, Impeccable. la couchade. Le premier jour, c'est le jour des amis. Un rituel cher à Gérard, le plein d'émotions avant la solitude. Il y a un dicton qui dit « Qui vient un ami arrive trop tard et part trop tôt ». Joli ça. Oui, mais tu t'es mis la gelée ton pastis? C'est quand même bien quand il s'en aille, hein, Gérard. Oh non. Gérard n'a pas perdu la main. Boucher charcutier pendant 40 ans. Ah, c'est super. Puis surtout entre amis. Les premières fois où on est venu, on a complètement découvert. On s'est aperçu que c'était pas le Club Med, quoi, ici. C'était un boulot prenant, complet. Et ben, chaque fois qu'on ouvre ses volets le matin, qu'on regarde la montagne, eh ben, on pense à Gérard. Et on se dit, il est là-haut tout seul. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que les loups ne sont pas passés cette nuit? Est-ce que tous ces moutons sont là? Entre amis, hélas, le temps passe trop vite. Pour Nanou, sa compagne, et Ludivine, leur petite fille, c'est déjà l'heure de redescendre. On ne remonte pas trop tôt pour pas t'emmerder. Non, mais vous faites comme vous voulez, de toute façon, c'est pas un problème. Il n'y a aucun problème avec ma poupée. C'est un peu difficile de le laisser quand même. Oui, bien sûr. On l'aime, notre papy. Surtout toi. Là, je l'aime aussi, oui. Voilà. On revient en fin de semaine. Promis, toutes les deux. Eh ben, ma foi. Alors, on s'appelle? Bah ouais. On s'écrit, on se fait une bouffe. Bon, allez, ça va. Demain, Gérard retrouvera le troupeau pour 4 mois en tête-à-tête. Depuis l'hiver, il n'attendait que ça. Et voilà. T'as envie d'être là? Ah ouais, tout à fait. Puis tu vois ça, dire un temps pareil. T'imagines? Ciao, ciao, ma poupée! Que dire des images que vous allez découvrir maintenant? Exploit ou folie, Uli Emanuele, un best jumper italien, a réussi l'incroyable performance de traverser un trou naturel de 2 mètres de large à 200 km/h. Ça s'est passé dans les Alpes suisses. Il s'agit d'un best jumper confirmé qui n'a pas improvisé son vol. Il a fallu 3 ans de repérage avant de réussir ce défi aux limites de l'extrême. Un saut de la mort très commenté sur les réseaux sociaux. Chacun se fera son idée. Extrême. Et on reste dans les sports tendance, on va dire, avec le Marmotte Highline Project. Il s'agit d'un rendez-vous de passionnés rompus à l'art d'évoluer sur un fil tendu entre ciel et terre. Vous allez voir, pour la 3e année consécutive, 200 funambules se sont donné rendez-vous à Lens-en-Vercors, considéré comme l'un des plus beaux spots de France. Françoise Gay, Vincent Abran. Sous leurs pieds, 300 mètres de vide. Et encore en dessous, vous avez vu qu'il y a une grosse ville sous vos pieds? Oui, très grande. Comment elle s'appelle? Grenoble. Suspendue dans le ciel, entre 2 falaises du Vercors, une vingtaine de sangles de toutes les longueurs, de 14 à 360 mètres. Un paradis pour ces funambules du vertige qui peuvent pratiquer leur passion en toute sécurité. Sur les lignes d'environ 40 mètres, les gens sont assez autonomes. En dessous, on a forcément des bénévoles qui regardent, qui expliquent un peu tout, qui vérifient que les gens aient bien fait leur nœud, qu'ils sachent descendre en rappel. Et après, voilà, sur les lignes plus grandes, c'est de l'autonomie, mais il y a toujours un bénévole derrière pour vérifier, pour voir que tout se passe bien. Pour cette rencontre de highline, autrement dit de slackline au-dessus du vide, certains ont franchi les frontières.
je viens de Belgique. Et en Belgique, on a un pays beaucoup plus plat que le vôtre. Donc ici, on a 300 mètres de vide. Donc c'est pour ça qu'on vient ici, pour se mettre vraiment dans des conditions où on est dans le vide complet, quoi. D'autres, comme Nathan Paulin, recordman mondial de la discipline, sont à l'affût d'échanges, de partage et de découverte de nouveaux matériels. Comme ici, une nouvelle sangle de 80 mètres. Hop. Ouais, c'est pas si facile. Là, on a un repère qui est hyper spécial parce que la sangle elle va bouger au-dessus du vide, non pas au-dessus de la falaise. Et on va avoir la ville de Grenoble derrière et une falaise devant pour ça le repère. Après, le reste, on n'a rien. Donc ça, c'est assez compliqué. Sur une sangle qui est plutôt lourde et plutôt élastique. Et ça fait un mélange assez joueur. Donc si je veux m'amuser, je peux appuyer dessus, comme ça. Alors là, ça s'appelle faire du bounce. Ça, c'est assez bien. La vision de ces marcheurs dans le ciel provoque chez certains un mélange de frissons et d'envie d'essayer. Maintenant que je suis là, je vais y aller. Mais après, je crois, en tout cas, je vais aller m'asseoir dessus. Et à ce moment-là, je pourrais peut-être me dégonfler, mais je ne veux pas me dégonfler avant, je serais déçue, quoi. Tester ou tout simplement admirer, la Marmotte Highline Project, c'est jusqu'à dimanche à Lens-en-Vercors. Je vous rappelle enfin la principale information de ce journal des Alpes. La montagne est sur le point de tomber au tunnel du Chambon. L'effondrement est imminent. Branle-bas de combat à la préfecture avec une priorité sur la sécurité des habitants les plus proches. Merci de votre attention. Excellente soirée à vous et à demain.